Voilà. Donc, au point de vue communication, il faut rappeler qu'on a toujours posé la communication gouttelette comme ou la transmission gouttelette comme le principe, hein, c'est ce que le ministère a prôné, c'est ce qu'on a essayé de relayer aussi vers le grand public, hein. Mon journal préféré maintenant, le journal des femmes santé, excellente équipe de journalistes. Et donc on rappelle comment le mode gouttelette se présente et les risques associés à ça. Donc on l'a fait dans plein d'endroits différents. Plus récemment, vous voyez, Magique Maman, j'ai un petit tropisme pour ce type de journaux. On explique aux enfants comment ça se transmet et ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est la communication grand public et tout le monde a eu ce message, donc il n'est pas choquant de l'entendre aujourd'hui pour des professionnels de santé. Donc après, pourquoi on a mis des précautions R au début? Il faut le rappeler, c'est la doctrine scientifique française. Donc quand on a un virus émergent, il y a une part d'inconnu initial à chaque fois. On doit anticiper, donc former les équipes sur une doctrine qui doit être solide et continue, quel que soit l'épisode qui va arriver. Donc, un masque FFP2 nous protège contre tout et même en situation gouttelette, on peut faire tous les gestes de soins quels qu'ils soient. Et donc, aussi, dans une réflexion, hein, c'est des réflexions qui se partagent entre toutes les disciplines, des urgentistes aux infectiologues, aux réanimateurs, et donc il y a un accord qui doit être trouvé entre tout le monde. À ce stade, pourquoi on évolue maintenant en précaution gouttelette? Parce que c'est le mode de transmission avéré du virus, bien sûr. Ça nous permet à ce stade de conserver nos stocks de FFP2 ou équivalents pour les gestes les plus à risque, ceux qu'ils nécessitent dans les indications désormais. Donc, on a aussi la philosophie de faire évoluer notre doctrine en fonction des connaissances, c'est important. Il faut savoir que le contexte mondial a aussi son importance là-dedans, puisque les autres pays, en particulier les pays francophones africains, regardent nos recommandations et se retournent vers l'OMS souvent en disant, voilà, les Français font ça et nous, on n'est pas assez protégés dans notre pays avec les recommandations OMS. Donc, c'est important de clarifier les choses et que notre doctrine ne crée pas d'ambiguïté mondiale ou de crainte dans d'autres pays qui partagent notre langue. Alors la transmission gouttelette, il y a quelques fondamentaux évidemment. On peut prendre, j'ai cité quelques articles que vous verrez, que vous aurez. On sait bien que c'est de proximité, qu'il y a ce large nuage qui contient des grosses gouttelettes qui vont sédimenter très vite, même avant d'arriver sur la personne en face, d'autres un peu plus longues, puis quelques petites. Alors la vie d'un nuage n'est pas complètement dichotomique, il n'y a pas les grosses versus les petites. Il y a des grosses et des petites, mais dans le gouttelette, c'est les grosses qui portent très majoritairement les virus et c'est celles-là qui ont un impact clinique dans le mode de transmission. Donc l'environnement existe et si on était sur des grandes gouttelettes, ça irait plus vite. Les grosses gouttelettes, selon les pays, plus de 5 microns, plus de 10 microns. Les Français, la SF2H, c'est plus de 10 microns. Donc les gouttelettes ne sont pas de la même taille, hein. Si les gouttelettes viennent de la bouche ou de la sphère ORL, ça va être des grosses gouttelettes, dans la bouche plus de 100 microns. Après, il y a la trachée où elles vont être intermédiaires, grosses et petites. Et il y a les alvéoles pulmonaires, on voit les moins de microns, les toutes petites qui vont venir de là. La vie n'est pas totalement blanche ou noire, elle est grise. Donc ça veut dire que plus on va vers le haut, plus les particules sont grosses, plus on va vers le bas, plus elles sont petites, mais il y a toujours un mélange des deux. Mais leur impact clinique, comme on l'a dit, n'est pas le même selon le niveau. Donc c'est ça les gouttelettes, ça veut dire que quand on tousse ou là on éternue, c'est-à-dire que là on est dans la situation que normalement on ne doit plus voir, on éternue face à quelqu'un directement sans se protéger, on le vise donc, on peut émettre ces grosses gouttelettes. Certaines peuvent aller aux distances classiques de 2 mètres, même la SF2H a dit jusqu'à 6 mètres, mais c'est une conséquence exceptionnelle de quelqu'un qui éternue, pas un tousseur ne va pas aussi loin. Et donc le risque maximal, c'est quand on est juste devant, à grande proximité, parce qu'on prend toutes les gouttelettes et on les avale directement, on peut même en inhaler certaines directement dans les alvéoles. Et donc, par exemple, un métier à risque, c'est celui-là. Je fais de la lampe à fente avec un patient qui me tousse directement dessus. C'est évidemment une situation la plus à risque qui n'ait jamais rencontré le virus. Et par exemple, notre jeune confrère chinois qui avait lancé l'alerte et qui est décédé était un ophtalmologiste. Alors, ce qu'on connaît aussi des gouttelettes et de leur transmission, notre collègue chinois Li Liu est un jeune chercheur assez remarquable. Il est, comme les Chinois, très humble et respectueux, mais il fait des choses fantastiques. C'est son premier modèle. Maintenant, depuis, il a développé un robot qui a des poumons artificiels, mais qui respire comme des vrais poumons. Et là, il a regardé quand on projette des gouttelettes sur un individu où elles arrivent. Et donc là, vous voyez l'impact, c'est
le pourcentage de gouttelettes qu'on va pouvoir, disons, qui vont être réceptionnées, donc en fait, par l'individu, qu'on va pouvoir éviter plutôt. Donc en fait, c'est les lèvres qui reçoivent le plus, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de la gouttelette, de la plus petite à la plus grosse et au-delà. Et après, les yeux sont presque équivalents. Donc, en situation dégradée absolue, dernier stade où j'ai plus de lunettes de protection, mais j'ai juste des monocles et que, évidemment, on se retourne vers l'hygiéniste pour dire quel œil je protège en premier, vous serez capable de répondre sur une base scientifique. Cela dépend de la taille de l'œil, puisque c'est équivalent, mais plus l'œil est large et ils ne sont pas équivalents, plus la surface est exposée. Donc, on espère n'en pas en arriver là, mais c'est bien d'avoir des connaissances de ces éléments-là. Un autre élément important, c'est pour comprendre qu'en fait, on est toujours mieux dans la transmission à contrôler la source que le receveur. Donc là, c'est des Américains qui ont mis deux mannequins face à face et on alterne le masque et différents types de masques chez le receveur, donc le malade, plutôt la source, le malade, et le receveur, le professionnel ou la personne de la rue. Et on va voir que c'est la source qu'il faut contrôler en premier. Donc là, on a trois types de pression, pas de traitement d'air, une chambre d'hôpital avec un traitement d'air classique, chambre négative. Là, c'est juste quand je mets le masque à la source, différents types de masques de plus en plus clos, et là, quand je le mets sur le receveur. Donc, on voit que la source est toujours mieux à contrôler. Vous voyez que l'idéal, c'est que je suis dans une chambre à pression négative et quel que soit le type de masque chirurgical ou un peu plus étanche, je vais être très performant. Donc, au passage, on peut dire qu'une chambre à pression négative n'est pas totalement inutile pour contrôler une part des gouttelettes que de point de vue mécanique. Après, l'impact clinique n'est pas évalué. Et qu'entre les deux, si j'ai plutôt pas de traitement d'air ou ma chambre d'hôpital, il vaut mieux un peu de traitement d'air pour faire sédimenter les gouttelettes. Et ceux qui vous disent qu'il faut couper les traitements d'air n'ont pas raison. Alors, les gestes barrières, on les enseigne, ils sont importants. L'étiquette respiratoire, c'est quelque chose qui a du sens et qui peut arrêter une partie de la transmission. C'est ce qu'on prône à tout le monde. Il y a eu des études, elles sont assez compliquées, mais elles montrent que quand on fait, par exemple, on tousse dans le coude, on n'arrête pas toutes les gouttelettes, mais on détourne évidemment leur projection. Elles vont plus directement chez l'individu, elles vont se répartir différemment et on protège les personnes en face de nous. Le masque, c'est différent. Il y a moins de gouttelettes, moins de particules pardon, qui sortent, mais il y en a quelques-unes qui passent au travers du masque. Et on peut assez imaginer dans l'absolu que pour contrôler le geste, je porte, si je suis malade, un masque à usage médical et en plus, j'additionne un geste barrière comme tousser dans mon creux du bras parce qu'en plus, c'est la partie qui contrôle très bien la diffusion des petites particules pour ceux qui craindraient la petite particule. Alors, on a le cas de l'aérosol dans les précautions gouttelettes, qui est la seule indication à porter un masque FFP2. Sur les actes invasifs, donc la SF2H est en train de rédiger une liste. Alors, une liste, c'est intéressant, mais ça ne doit pas vous remplacer complètement votre analyse de terrain avec les équipes, parce qu'il y a des situations qui ne peuvent pas être envisagées et qui sont spécifiques. Donc, vous aurez à faire ça. Des listes, pour le moment, il y en a. Il y a celle des Anglais, ce qui est ressorti récemment. On voit la soin de trachéotomie. On voit, par exemple, la ventilation à haut débit, l'oxygénothérapie à haut débit, par exemple, ou quand on perce une dent avec un système rotatif. C'est une liste, mais c'est des actes qui existent. Vous pouvez aussi vous baser sur les recommandations professionnelles. La SLF, par exemple, vient de faire une très belle analyse en situation de comment intuber un patient. Donc, ça vous permet de réfléchir et de comprendre aux situations sur comment je me protège, mais aussi comment j'évite l'émission au maximum issue du patient. Donc, quand on a cette situation de l'aérosol, on a un équipement de protection respiratoire, il est conforme à la norme NFEN 149, à usage unique chez nous dans l'établissement de santé, mais il peut être réutilisable si on suit les recommandations du fabricant sur comment le désinfecter et jusqu'à quand. Alors, pour bien voir de quoi nous protègent les différents types de masques, j'ai pris juste cette étude qui est assez intéressante et on voit que, vous voyez que ça, c'est le coefficient de protection. Il vaut ce qu'il vaut, mais plus il est grand, mieux il est. Donc, on voit que le 5e percentile, c'est-à-dire les moins protégés, est assez bas et parce que tous les masques n'ont pas la même performance. Mais globalement, j'ai un FFP1, j'ai un coefficient de 20, j'ai un FFP2 de 27, un FFP3 de 27. Donc, c'est à peu près la même chose. J'ai un masque chirurgical, j'ai un coefficient de 1,7. Donc, un masque chirurgical arrête 10 fois moins les particules qu'un FFP1. C'est important à savoir. Et ça sera l'étape post-crise. Si le masque passe le fit test en plus, il additionne un niveau de filtration complémentaire. Mais là, c'est plus notre problème aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce que je fais sur ces voies? J'ai du FFP2, j'en prends. Éventuellement, je prends du FFP3. Et moi, je mettrais ex aequo presque avec le FFP3, le FFP1, parce qu'il est plus agréable à porter. L'auteur disait même qu'on ne devrait plus parler de différentes classes de FFP. Si j'ai que du masque chirurgical, vous comprenez sur cette diapositive précédente que je suis très, très dégradé en protection et que donc il nous faut garantir des stocks dans ces situations-là. Les FFP2, on peut les réutiliser même si la péremption est atteinte. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, lors d'une réunion il y a une dizaine de jours, avait déjà décidé de la chose. Le ministère l'a confirmé sur des critères quasi similaires. Hein, donc, on avait dit vérifier que les attaches soient intègres, puisque c'est la première chose qui se dégrade en cas de mauvaises conditions de stockage, et l'ajustement au visage. Donc là, si vous avez des stocks, n'ayez aucun état d'âme, vous testez quelques masques et si c'est bon, vous pouvez y aller, évidemment. Donc les gouttelettes qui sont maintenant la référence de la transmission, donc avec le masque chirurgical. Donc on va avoir ce masque à usage médical au sens de la norme, qu'on appelle masque chirurgical souvent. La norme, c'est la norme européenne 14483. Ils sont à usage unique. Il faut rappeler qu'entre les deux types de masques, en termes de, c'est de la filtration bactérienne de staphylocoque, hein, entre le type 2 et le type 1, on est de plus de 95 ou plus de 98%. Donc personne n'est bien capable de dire quel est l'impact clinique de cette différence. La seule différence pour le R, c'est que je suis capable d'arrêter du sang artificiel sous pression, la pression étant de 16 kPa, et il a été conçu pour les situations de bloc opératoire ou enfin pour toute projection de sang artériel. Donc le type 1, on le réservait d'habitude aux patients, mais c'est un masque qui a quand même de la valeur. Donc on peut dire qu'en situation gouttelette, le masque de référence c'est du 2 ou du 2R et que le 1 est une alternative tout à fait acceptable. À ce jour, on ne connaît aucun masque de qualité dégradée en tissu lavable, en tout ce que vous voulez, pour lesquels on peut avoir une quelconque efficacité démontrée. On ne s'engagera pas à vous dire qu'on peut faire des choses pareilles. Donc les situations de soins, les précautions gouttelettes, vous savez, elles ont été portées dès l'entrée de la chambre en LSF2H sur les travaux des Chinois qui, dans l'effort d'éternuement, peuvent aller parfois jusqu'à 6 mètres. C'est une réalité. En situation normale, et quelqu'un qui vous éternue pas à la figure, c'est pas le cas. On est plutôt dans le Covid-19, la proximité immédiate, 1 mètre, 2 mètres, selon les traductions et les différents auteurs. Après, qu'est-ce qu'on peut faire en dégradé quand on n'a plus de masque? On va utiliser le même masque dans une zone au long cours avec des patients de même niveau de risque. Donc, on sait pour les professionnels qu'ils ont des gouttelettes à l'extérieur et qu'il faut qu'ils fassent attention après à la contamination mal portée. Et si je rajoute un niveau dégradé plus, eh ben là, je sais plus que si mes patients sont atteints ou pas et je porte quand même mon masque entre les deux. L'approche double masque est maintenant prônée au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que si mon patient porte un masque, je peux arriver, si je ne mets pas mon masque d'entrée dans la chambre et que je suis de proximité, je suis tranquille. Et qu'évidemment, quand j'arrive au contact du patient, si le patient m'a mis son masque, je n'ai pas vérifié. Si le patient l'arrache d'un coup, j'ai une sécurité additionnelle. Une chose capitale, c'est l'approvisionnement. Tous nos problèmes viennent en partie, évidemment, à la fois du vol qu'on peut avoir lié au stress des gens. Donc, ça veut dire que tous les stocks doivent être sécurisés en tout site, qui sont gérés dans les services et le cadre qui assure la dispensation et le contrôle. Que celui qui dispense donne des quantités délivrées définies, c'est pas infini, on n'en donne pas à chaque fois. Que quand c'est la pharmacie qui délivre ou un autre, le pharmacien valide pour qu'il n'y ait pas des camarades qui viennent récupérer 10 flacons de ci, 100 masques de là. Et c'est valable pour les masques et pour les chats. Donc je dirais en conclusion que dans notre terre de rugby, il faut savoir associer à la fois les fondamentaux qu'on connaît, mais une capacité d'adaptation qui est nécessaire aujourd'hui parce que toutes les situations vont être évolutives et parfois nouvelles. Il faut s'y préparer. Il faut essayer de maîtriser nos nerfs, et ça c'est un petit clin d'œil à nos amis basques pour un petit Bayonne biarriste légèrement houleux. Et il faut se tenir prêt parce que l'impact est proche, il se rapproche, et on sait que plus on va faire des choses performantes, plus on va pouvoir dévier la trajectoire et avoir un impact moins lourd. Donc ça sera ma philosophie du jour, telle que je voulais la partager.